Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Badasia. Donc Badasia, on le rappelle, c'est la première émission sur le cinéma asiatique de genre, le cinéma asiatique un peu dingue. Bonjour Philippe, tu vas bien? Ça va bien. Tu gardes ton cerveau caché sous ton bandage. Exactement, je reste au frais. Voilà, ça. Voilà. Donc on va juste un petit peu dire de quoi on va parler cette fois-ci. On va Spécial parler HK. Spécial HK, puisqu'on va parler de la sortie en salle de La Montagne de la Brigade du Tigre de Tsui Hark qui sort en 3D là en ce moment. Donc l'idée c'est un petit peu d'aller voir ce film. On va vous dire pourquoi c'est un film qu'il faut aller bien, tellement il est formidable. Ensuite on va parler justement de Tsui Hark, on va parler de son rival John Woo. Et ami. Et ennemi. Enfin c'est une histoire. Et amant. Et amant aussi, mais ça ils veulent pas trop en parler. C'était une soirée un petit peu vite fait, ils avaient bu un peu trop de bière. Syndicat du crime 1, 2 et 3. Et donc justement, après on parlera, notre rubrique Ils ont tout copié sera 100% asiatique, parce qu'on va voir comment John Woo a lui-même copié le scénario du Syndicat du crime 3. Mais en fait non, même parce qu'il si est à l'origine. Tsui Hark a pris le scénario. Ils ont tout copié entre eux. Donc on reviendra sur une balle dans la tête. Donc on commence tout de suite avec la montagne de la Brigade du Tigre, par Tsui Hark, sorti en salle. Donc la montagne de la Brigade du Tigre, et pas la Brigade de la montagne du Tigre, ou le Tigre de la Brigade Et ni la Brigade de la du Tigre montagne, tout court, parce que c'est un autre film. donc titre à rallonge pour annoncer le dernier de Tsui Hark qui sort, et je crois en 3D en plus en France, qui est très bien, cette fois-ci chez Metropolitan. Ce qui est bien, c'est que Tsui Hark a un retour depuis qu'il est arrivé avec la 3D. Il y a eu 2 détectives D, le premier n'était pas en 3D, mais le deuxième était en 3D, et il y a eu son film avec Jet Li qui lui est sorti directement en DVD, mais en tout cas il y a un retour, et en France, on distribue ses œuvres assez bien, alors que c'est les débuts des années 2000. Parce qu'il y a un retour de grands films de Tsui Hark. Et donc, alors ce film-là, un petit peu compliqué à l'expliquer, comme d'hab chez Tsui Hark, c'est un peu compliqué. On va dire que c'est un de ces grands films historiques qui mélange différentes histoires dans les histoires. On va suivre une espèce de jeune chinois qui fait ses études aux États-Unis, qui revient en Chine et en même temps il est en train de regarder un film qui est le film apparemment qui raconte l'histoire de cette brigade du Tigre durant la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, on a des flashbacks, enfin on a plus ou moins la fantaisie de ce mec-là, et on a donc l'histoire, qui est là l'histoire vraiment importante, de la brigade, d'une brigade en fait, juste après la Seconde Guerre mondiale, qui se bat contre des mercenaires pour aller retrouver des armes laissées par les Japonais après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est l'idée qu'on est un peu juste après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un peu un no man's land, il y a un peu une sorte de chaos, différents groupuscules se battent pour essayer de dominer les autres en fait. Et donc voilà, on suit cette brigade de l'armée chinoise qui va utiliser un personnage qui va s'infiltrer en fait chez les brigands pour aller essayer de retrouver ses armes. Et de là, c'est un gros bordel, quoi, mais ça part vraiment en sucette, on va dire. Et bon, vous avez un film de Tsui Hark à la fin. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Ce film est complètement monumental. Allez, déjà dans le top 10 de l'année, enfin, c'est un vrai film de Tsui Hark qui revient en force vraiment. Il montre plein de personnages dès le début. On est complètement perdu au début puisqu'il faut vraiment prendre le train en marche avec lui généralement. Il n'y a pas vraiment d'exposition. Alors là, on a c'est telle année, tac, les Japonais sont partis. Ça. C'est très rapide et vraiment l'intérêt de ce film, c'est justement de le revoir parce qu'il t'a apporté énormément d'informations. L'intérêt, c'est de se laisser porter, je pense. Il faut se laisser porter par l'histoire. On sait très bien, une fois que vous avez vu Zoo, La Montagne Magique, tout ça, vous savez que Tsui Hark, il faut pas trop comprendre. Tu comprends pas, tu dis c'est pas grave, il y a un moment donné, je vais rentrer dedans. Et voilà, je saurais. En plus, là, c'est un film militaire, donc un film de soldats. Donc, les films de soldats, c'est vraiment typiquement le genre de film où tu te plantes 3 fois. Tu dis, mais lui, il est mort. Ah non, en fait, il est pas mort. C'est un autre mec qui était mort. Ah, ok, il y avait 3 personnages, en fait, je savais pas. Mais tu te confonds souvent les personnages. Et c'est pas forcément les Chinois ou les Japonais, c'est même les soldats, même les films de guerre américains, etc. C'est toujours un bordel parce qu'ils ont tous la même coupe de cheveux et ils ont tous un peu des caractéristiques précis. Justement, le film décolle quand il y a ce personnage d'infiltré
un peu dans Infernal Affair, où le mec rentre chez les brigands et là doit se battre pour montrer que c'est un brigand, le film etc. devient un petit Et là peu d'un coup plus ça devient sobre plus à ce moment-là, mais il décolle vraiment. surtout avec porté par cette l'histoire. grande scène où pour pouvoir communiquer, il va chier dans la neige. Et il y a toute une tension dramatique, c'est une des scènes avec la plus de tension dramatique qu'il fait. Et tu te dis, putain, il ose tout. Et ça, c'est Treyarch, Treyarch, vachement bien. le mec qui va te raconter des trucs très classiques. Voilà, il veut communiquer avec son clan et tout ça alors qu'il est infiltré, mais il va te le faire avec un aspect un peu qui va tout désamorcer. C'est vraiment génial. Puis là où c'est un truc que tu vois nulle part ailleurs, qui est super drôle et en même temps qui est vraiment pris. Non, mais c'est ça qui est drôle parce que Et qui j'imagine est cohérent. pas un film avec un film de guerre avec Clint Eastwood ou Harrison Ford ou pour communiquer avec ses amis militaires, il doit aller. Il va simuler d'aller chier dans la neige, quoi. C'est ça qui est intéressant. Mais en tout cas, non, c'est un super film. La 3D est assez géniale. Surtout la dernière partie. La dernière partie du film, c'est un gros bonheur. Il y a 2 grosses scènes d'action vraiment magnifiques. Une très épique, type soldat contre soldat. Une deuxième qui est encore un peu plus délirante, parce qu'on n'a pas parlé du grand méchant du film, mais c'est une sorte de personnage de comic book carrément, qui a les cheveux en bataille, qui a un nez crochu. C'est un vrai vilain. On a l'impression de voir un méchant de Tintin mélangé à un personnage en couleur chinois. Enfin, c'est très chelou. Un méchant comme avant on avait, quoi, les méchants qui, Non, il est quand même qui étaient très étrange. clichés. Oui, mais il est pas au-delà grave. du cliché, c'est-à-dire que chaque plan est décadré sur lui, Oui, la façon dont le personnage joue. parce enfin, qu'il amène le méchant comme il faut, c'est-à-dire qu'il y a un mystère autour de ce méchant. Oui. C'est comme pour Immortan Joe, là, récemment pour Mad Max. C'est un méchant complètement démesuré, physiquement et dans sa personnalité. C'est ce qu'on a besoin de voir toujours dans un film d'action. Et c'est ce qu'il faut. Et il est vraiment génial. Voilà, vous le mettez à côté du méchant de Mad Max, qui est juste bluffant. Voilà, et c'est clair que donc on va pas sans spoiler, on va dire qu'il y a un double climax à la fin. Donc en plus, c'est-à-dire que Treyarch s'autorise de dire bah voilà, j'ai 2 versions de mon film que j'ai envie de vous montrer, et donc je vais vous montrer les 2. Les mecs, je suis libre. Et les 2 sont totalement délirantes, l'utilisation d'effets spéciaux, etc. Non, c'est un film. C'est vraiment un film plaisant. C'est pas non plus le film le plus simple, c'est-à-dire qu'il est assez calme au début. Il faut rentrer dedans. Mais je pense que ça peut être une bonne introduction pour les gens qui connaissent pas trop de Treyarch. Oh, je sais pas. Ah si, parce que le début, tu vas te dire, bon, ça c'est un film de guerre classique, etc. Et puis ensuite, tu vas comprendre au fur et à mesure où part le délire. Et c'est pas tout de suite, tu vois, quand tu commences Zoo, par exemple, ou tu commences certains films, tu connais pas ça, tu fais, mais c'est quoi ce délire? Et tu comprends pas trop. Regardez, on a fait un cinéphase spécial Treyarch, justement, donc si ça peut vous aider à appréhender ce personnage, qui est peut-être l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Hein. Voilà, on est dans Donc le là, ça top fait plaisir 10. de le revoir. Et là, c'est vrai que là, il est reparti, là, le mec, plus 70 ans, en forme, plus en forme que moi, c'est pour dire. Donc c'est assez impressionnant, je sais pas ce qu'il bouffe. C'est un film qui vous raconte plein d'histoires, c'est-à-dire que dedans, vous allez avoir un remake des 7 samouraïs, mais qui va vous faire 20 minutes. C'est vraiment un film de guerre, hein. C'est vraiment le film de guerre classique, mais pris à la sauce Treyarch, c'est-à-dire avec une liberté totale qui est assez géniale, parce qu'on a cru qu'à un moment donné, il avait un peu perdu sa liberté. Mais bon, il l'a pas perdu. Non, c'est juste Et justement, on va revenir un petit peu. Bon, on va vous conseiller d'aller le voir le film. Oui, toi. allez-y. Et on va Visuellement, revenir vous avez rien sur vu en ce moment, sur rien. le plat consistant de l'émission. Le dossier. Le dossier. A Better Tomorrow. A Better Tomorrow. Donc, A Better Tomorrow, ou le syndicat du crime, comme on dit en français comme avant. Donc là, c'est l'édition des 3 films qui est sorti chez HK en 2008, donc il n'y a pas très longtemps. Le film, ils ont mis du temps à les sortir, ces films. De temps, effectivement. Alors qu'ils étaient cultes depuis très longtemps, hein, évidemment. Que dire sur ces films? Toujours pas sorti en Blu-ray en France, ça serait pas mal un jour qui le sort. Par contre, l'édition est assez top, hein. Enfin, c'est comme d'habitude. C'est chez HK, Ils avaient repris du contenu de une belle HK version, Magazine. L'édition. Quoique, c'est un peu la dernière grande. Le premier DVD, grand en fait, coffret qu'ils ont sorti, quoi. Histoire de fantômes chinois après, je crois. Je sais pas si c'était après Photo Chinois. Le premier DVD, il est assez perturbant parce qu'en fait, vous avez le titre en fait qui est en lettres de sang, tout ça. Et je crois que c'est la version allemande qu'ils avaient sorti. Donc bon. Et donc alors, Le Syndicat du crime, c'est un film mais majeur dans le cinéma chinois tout court. Pour plein de raisons. Il faudrait faire une émission juste sur le premier film tellement qu'il est important. Donc
le cinéma chinois, enfin hongkongais, qu'est-ce que c'était? C'était principalement des films de kung-fu, des films de comédie, et il y avait beaucoup de cinéastes qui étaient dans la télévision, donc, qui œuvraient pour la télévision. John Woo travaillait pour Shaw Brothers, avait après fait plusieurs films de kung-fu. Travaillait à Taïwan aussi un peu. Oui, bon, et il a fait un peu des voyages, il a fait beaucoup de choses, mais sans se trouver trop. Des films qu'il aimait pas, hein, il était vraiment mal avec ses films. Quand il explique toutes ces comédies qu'il avait fait, là, vous avez toutes ces comédies-là, il aimait pas vraiment les faire, hein, parce que ils étaient pieds et poings liés, les réalisateurs à l'époque pensaient ça. C'est que les producteurs, ils avaient vraiment la main mise sur tout l'aspect créatif des films. Et donc, quand il est au plus mal, John Woo, voilà, enfin il a quand même fait plein de films, le bonhomme, mais il se retrouve pas bien. Il y a Tsuark, donc Choyark, pardon, qui lui vient de la télé comme Anne Hui, comme Alan Mack, des gens qui vont faire sensation après dans les années 80, qui vient dénicher ce réalisateur et il dit écoute mec, il faut qu'on change tout dans ce cinéma, il faut qu'on mette un pied dans la gueule à tout le monde, voilà. Et du coup, il va lui proposer donc une plus grande liberté, de se retrouver vraiment. Et ensemble, ils vont faire A Better Tomorrow. En 1986, il va sortir le film. Et on va dire que c'est peut-être bien le premier film de John Woo. Le vrai premier film où John Woo met toutes ses tripes dedans. C'est le premier film où le style John Woo va commencer à émerger, en fait. Le style, comment on définirait le style John Woo? C'est des gunfights chorégraphiés comme une comédie musicale. Oui. C'est des histoires d'amitié très 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 puissantes, très fortes, un peu des thèmes quand même que tu as avant. Oui, il y avait un peu avant, mais là c'est-à-dire que tu as tout dedans. Tu as tout. Et un style, une sorte de réappropriation des mythes de Jean-Pierre Melville ou de Peckinpah, c'est-à-dire des personnages, ou de Léon, donc personnages de western et de films noirs, mais réinterprétés sous l'époque hongkongaise de ces années-là. Donc c'est-à-dire, il y a une sorte de... Ce qui est très important avec A Better Tomorrow, c'est quand il va sortir, ça va être un succès énorme à Hong Kong. Ça a eu un impact énorme, pas que sur le cinéma là-bas, ça a eu aussi un impact sur le style vestimentaire des gens, c'est-à-dire que les gens s'habillaient tous donc comme sur une fat. Ce qui est intéressant dans le film, donc le film, c'est un film de... C'est une espèce de mélodrama étrange entre deux frères qui sont... Il y a le gentil, il y a le frère méchant et le frère gentil, quoi. Oui. Celui qui travaille pour les triades et celui qui travaille pour la police, qui savent pas en plus qui savaient pas entre eux qu'ils étaient des flics, etc. Donc il y a toute une histoire comme ça, donc c'est une histoire de rédemption, etc. D'ailleurs, rappelons que c'est aussi John Woo, il vient de la Shaw Brothers, donc il a beaucoup travaillé sur la chevalerie, c'est resté en lui, donc c'est un peu des gunfights mais façon chevalier. C'est ça, alors il a beaucoup travaillé avec Shang-Chi, qui est l'un des grands réalisateurs de la Shaw Brothers, notamment La Rage du Tigre, si vous le savez vraiment chaud. On reviendra sûrement. Et du coup il amène l'acteur T-Long. Voilà, il était assistant d'ailleurs sur La Rage du Tigre, il bossait là-dedans, et ces films, déjà Shang-Chi était connu pour faire des films de mecs, sur les amitiés entre mecs, c'est-à-dire que voire presque parfois un peu, certains l'ont même dit que c'était quasiment homoérotique tellement la femme était parfois mais dégagée, c'est-à-dire que c'est une époque où les actrices avaient même beaucoup de mal à se... Bien que dans les films de Shang-Chi, il y a plus de femmes que dans les films de John Woo. Je trouve. Oui, c'est vrai. Alors, c'est ça au début, parce qu'après, les films de John Woo commencent au fur et à mesure à intégrer des histoires d'amour plus importantes. Mais il y a des femmes. Et c'est vrai que, alors, Better Tomorrow, par exemple, c'est un film, il y a un personnage féminin dans les deux premiers films qui est inintéressant. C'est une caricature de la femme qui va avoir son bébé, qui est mariée avec le frère flic, mais c'est pas qu'elle est inintéressante, c'est qu'on sent que c'est du cliché misogyne de l'époque. Enfin, il n'y a rien à dire. Tous ces autres films, même après, regarde The Killer, il y a une femme. Non, mais aussi, parce que justement, The Killer, il y a une histoire d'amour, il faut la sauver, etc. Cette femme, c'est une idée de Choyark à la base. Même une balle, oui. Donc, on reviendra là-dessus. Et puis on s'en fiche. Même une balle dans la tête, il y a déjà un peu plus d'histoire d'amour. Ça avance au fur et à mesure quand même chez lui. Et d'ailleurs, son dernier, apparemment, c'est 3 grandes histoires d'amour. Bon, donc le syndicat du crime vous montre effectivement tous ces... ce qu'on peut maintenant appeler des clichés de malfrats, de gangsters. À l'époque, ils ne l'étaient peut-être pas forcément. Et il s'avère qu'effectivement, ça a eu un gros impact, et dans le cinéma, parce que ça a été le premier film qui a eu un gros succès dans la nouvelle vague de réalisateurs. Juste avant, il y avait A Long Arm of the Law de Alan Mack, qui était incroyablement violent et génial, qui n'avait pas le succès du Syndicat du crime. Mais d'un point de vue social aussi, c'était dingue, parce que tu avais tous les petits jeunes qui voulaient rentrer dans les triades. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une anomalie en fait dans le film. L'anomalie, c'est ce qu'on a raconté l'histoire de ces deux frères. Mais le vrai personnage important qui est devenu une icône, c'est le personnage qu'on voit là, c'est Chow Yun-fat, qui est en fait un personnage secondaire dans le film, mais c'est une sorte secondaire et pas secondaire, mais c'est dire que il est pas dans l'arc principal du film. Non. C'est que le principal c'est les deux frères et il y a ce mec au milieu
qui est ami avec le Oui. gangster, et tu sais pas trop. Enfin, il est bizarre ce personnage. Tu te dis, s'il y avait un personnage à virer dans le scénar, on aurait viré celui-là, quoi. Et c'est celui-là qui va créer en fait toute cette iconographie. Vous avez ce plan là de début du film qui est magnifique, alors que le début du film est assez lent, on voit juste comment il crée les planches habillées, etc. Où il y a Chow Yun-fat là comme ça, avec ses s'allume sa lunettes de clope soleil, avec, son style en costard. Donc on a l'impression qu'il a repris les vêtements de Melville, puis il les a réappropriés, et il brûle ce billet en s'allumant une clope. Mais parce qu'en fait, il met tout le visuel marche sur ce personnage. Mais c'est là où tu dis que C'est son ça personnage a fantasmé. marqué les gens. Oui. Ça a marqué les gens. Ça, c'est cette nouvelle icône à créer, et c'est une icône que John Woo va réutiliser énormément de fois. C'est-à-dire que Chow Yun-fat va devenir Tout le temps. son réalisateur, son acteur fétiche, jusqu'à Hard Boiled en fait. Mais voilà, et il va toujours utiliser cette posture, surtout dans The Killer, où là il arrive, je pense, au niveau, enfin au top avec ce Oui, mais personnage. soyons honnêtes, The Killer, bon, c'est un très très grand film et c'est surtout John Woo qui fait tout ce qu'il voulait Ouais. faire depuis tout le temps. Ouais, c'est vrai. On en reviendra après. Là, c'est encore un premier film. Enfin, Qu'est-ce que t'en c'est pas un penses premier de film, mais le alors, premier c'est film un et on l'a vu film récemment. très important, mais c'est sûr que c'est un film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu horrible, mais le Syndicat du crime 1 et 2 sont des films. Il y a des scènes incroyables de gunfight qui sont encore très très puissantes aujourd'hui, même si en fait John Woo va exploser ces scènes-là après, il va les refaire de manière 10 fois plus intéressante. L'histoire d'amitié, de fraternité, etc. est assez touchante, mais voilà, il y a des moments où tu sens. En fait, les films ont vieilli un peu. C'est ça un peu le truc. Donc il faut les voir, tu les vois un petit peu avec cette. Moi, je sens que bon, bah, ça a un peu vieilli. C'est très Ça reste ancré des dans les films années incroyables, 80. mais voilà, c'est par tout. exemple, la sentimentalité qu'il y a eu, par exemple, Chow Yun-fat, je comprends que ça devienne une icône parce qu'il a la classe, mais le jeu de Chow Yun-fat, il va mettre du temps à devenir un peu plus Ouais, costaud. je comprends. Et On pourtant, comprend le tu sais charisme, mais en que même temps, Chow Yun-fat était Bref. déjà à peu près installé. Hein. oui, En fait, c'est ça qui était intéressant dans ce film, c'est que vous aviez trois générations. Tu as Chilang qui était bien, voilà, le chef, le chef des acteurs. D'ailleurs, qui était très difficile à canaliser sur le tournage parce que Chilang avait cette habitude de la Shaw Brothers à toujours surjouer, être très théâtral. Et du coup, John Woo explique qu'il avait filmé surtout les répétitions Ouais. qu'il réutilisait. Chow Yun-fat qui était l'acteur en devenir, et puis le tout nouveau Leslie Chung. Donc, qui lui, Leslie Chung était voilà, les Sing Chung, un on demi-dieu. va devenir une sorte d'immense star. C'est Ouais. lui qui fait la chanson d'ailleurs principale du film, parce que c'était aussi un chanteur pop très connu, et c'est lui qui fait la chanson très connue qui va cartonner après. Enfin, il va être très lié à ce film-là. Et puis en fait, puis voilà, ça va être un peu c'est un peu son grand film avec Histoire de fantôme Bah, chinois. après, il fait Histoire de fantôme chinois, puis plein d'autres films, des comédies. Oui, après il plein de travaille trucs, chez hein. Wong Kar-wai un petit peu, Ouais. et puis il finit par sauter par la fenêtre. Oui, alors, le problème, c'est Non, que parce que c'est un quand même dire, acteur c'est une qui- figure très tragique. Quand tu regardes Ouais. le film, t'es obligé de le regarder comme ça. C'est que c'est c'est l'acteur qui une arrive espèce vraiment. de jeune, c'est un peu le James Dean hongkongais, si vous voulez, ce personnage. Et encore 10 fois plus torturé, parce que pareil, parce que bisexuel, parce que torturé, parce que voilà, donc parce qu'il a sauté par la fenêtre, enfin quoi, c'est très très, et les gens en chialaient là-bas quand il y avait les enterrements et tout. Ah, Donc mais c'est aussi que tu le revois le film en pensant aussi C'était un deuil à national. comment, hein. ouais, voilà, Mm. comment ce personnage est, et surtout le 2 en fait. Parce que Ouais. dans le 2, il a un destin qui est vachement plus, voilà. Alors du coup, pour moi, grand film, hein, le premier, t'as des scènes vraiment qui restent en tête, notamment la scène où Chow Yun-fat il vient se venger, tu sais, au Voilà, tout début c'est du la film, scène la plus etc. mythique, etc. T'as une séquence finale sublime, enfin voilà, ce film est incroyable, très classique. Maintenant, c'est clair, on en a vu plein des films de Oui, et puis par exemple, de gangsters, mais les Hongkongais pour à l'époque, l'époque. on sent qu'ils tournaient beaucoup et très vite. C'est-à-dire que, en fait, John Woo, Oui. c'est intéressant parce que c'est le mec, et c'est pour ça que c'est lui qui a réussi le mieux aux États-Unis. Je pense que c'est le mec qui voulait le plus s'affiner et travailler moins rapidement, mais plus travailler ses plans, restructurer ses films. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu sentais une envie, quoi. Et là, ces premiers films, ils sont autant des films de John Woo que quand même avec Tsui Hark derrière, qui est quand même un mec qui tourne plus, qui expérimente, qui a tourné ça, mais en même temps, il tournait autre chose, etc. Et quand même, il y a aussi l'apport de David Woo. David Woo, c'est le monteur de John Woo, qui va monter jusqu'à Hard Boiled, qui est un mec super marrant, parce qu'il était même réalisateur de son équipe au fur et à mesure, qui a fini par réaliser plein de films aussi, qui est revenu sur Red Cliff, et que même Christopher Gans a réengagé pour ses films, tellement il le kiffait jusqu'au Pacte des Loups. Donc c'est lui qui a un peu créé cette histoire de montage cut très très rapide, des gunfights, etc. Les mecs avec le côté très fluide. Et en fait, David Woo était aussi assistant monteur sur La Rage du Tigre. D'accord, En fait, les ouais, mecs se ok, c'est une connaissent. famille quoi. C'est vraiment, c'est les mecs de la Shaw Brothers qui sont restés. Et il disait David Woo qui
qui se mataient les Peckinpah et les Melville ensemble, etc. Donc c'est pour ça qu'ils restaient toujours en contact, même avant qu'il ait bossé sur C'est vrai que ça fait très Peckinpah, cet aspect de la violence un peu saccadée et très dynamique. David Hook a aussi monté tous les films de Ronnie Yu, les films de la Pékin Opéra Blues de Tsai Hark. D'accord, que je savais pas. Donc en gros tous les gunfights, enfin tous les trucs un peu rythmés, il est dedans. Donc tu sais qu'il y a un apport un peu de lui là-dedans. Donc on va passer au numéro 2 parce que donc, le premier c'est une explosion film mythique. Donc le 2, c'est même un succès international quoi. Donc le 2, ils font le 2 mais tu sens bien qu'ils n'avaient pas prévu de faire le 2 comme ça. C'est-à-dire que c'est un truc, alors déjà micro spoiler, parce que bon, les films sont sortis il y a longtemps, Chow Fat, le personnage mythique de Chow Fat est sacrifié et meurt à la fin du premier. Donc vraiment l'idée est de pas faire de suite du tout de ce film. Ils voient l'explosion du film, ils disent putain faut qu'on fasse une suite. Donc ils essayent de faire une suite. Mais il faut Chow Fat parce que c'est la star. Il faut Chow Fat parce que c'est la star. Et donc là, ils ont une idée géniale. Avant les films de Jean-Claude Van Damme. Avant les films de Jean-Claude, ils disent vous savez quoi, on vous avait pas dit. À un moment donné, le flic est en train de regarder le mafieux est en train de regarder des photos et il dit t'as des nouvelles de son frère jumeau aux États-Unis, qui était aux États-Unis. Le mec il dit bah non. Tu fais oui, il a un frère jumeau. Et donc là on passe aux États-Unis. Vous avez genre 20 minutes, une demi-heure aux États-Unis avec un Chow Fat qui travaille dans un restaurant chinois, le chef du restaurant chinois. Qui aime pas trop quand on dit aux gens de pas manger des nouilles parce non, il faut manger, il faut que les gens mangent à leur faim. Et donc qui en fait ça permet de faire revenir ce personnage-là, un personnage qui est quasiment le sosie du premier, un peu plus marrant. Un peu plus marrant, ouais. Un peu moins gangster, je me la pète. Un peu moins gangster, je me la pète, mais bon, ça permet d'avoir les mêmes icônes et les mêmes images quand il utilise ses pistolets. Oui, parce qu'après, bien sûr, il va être mêlé à une embrouille de... Enfin, la mafia, la triade va revenir vers lui. Alors là, l'histoire est vachement plus compliquée que le premier. Oui, enfin, plus compliquée. Et plus absurde aussi. Oui, c'est absurde, mais c'est compliqué, quoi. C'est une histoire avec il y a un autre personnage qui arrive, qui est un chef mafieux qui veut se ranger mais qui voulait pas tuer des gens et il se retrouve aux États-Unis après quand sa fille a été tuée et en gros c'est là qu'intervient Chow Fat, il va l'aider à se remettre d'aplomb. Il est dans une sorte de dépression un petit peu enfin il est abruti le personnage. Clair, enfin il faut savoir, enfin voilà, il y a beaucoup de ces films là que je pense sont écrits en même temps qu'ils font le film. Donc il y a des moments où tu te dis waouh, ok, donc il y a des moments par exemple pendant très longtemps on oublie les deux personnages de l'histoire et on arrive aux États-Unis, vous avez des scènes assez dures. Bon, le film il est pas simple à faire, mais il est connu pour un truc, c'est deux trucs d'ailleurs. Il y a une gunfight dans un immeuble new-yorkais qui est assez génial, où Chow Fat glisse sur une porte, sur un escalier. Donc c'est un peu l'inverse de ce qu'il fera après Nordball, dans la séquence mythique où il tire sur la rampe, c'est l'inverse. Parce que là il est sur la porte et il descend aussi les escaliers, donc tu vois qu'il reprend quand même des idées. Cette scène est vachement bien. Avec Juliette, parce que la post-synchro dans ces films est catastrophique. Ça, c'est tous les films chinois. Comme en plus il parle américain, c'est une catastrophe. Et donc avec un fuck you de Chow Fat qui est absolument incroyable. Tu te dis, mais qui sait ce qu'il dit quand il tire comme ça. Mais cette scène est assez géniale. Et puis une scène de fin où tu as les 4 personnages qui vont se fighter avec, je sais pas, 50 mecs de la triade. Ils vont tuer toute la triade dans une grande baraque qui est toute blanche, qui à la fin elle est toute rouge. Et les mecs ils ont 700 flingues, ils ont des sabres. C'est un truc quand tu vois ça gamin, enfin en fait tu ne peux voir ça. Faut avoir 12 ans dans ta tête pour imaginer une scène comme ça. En France, le film mythique, c'est le 2. Tout le monde à l'époque avait vu le 2 et trouvé ce film incroyable. Ce film a été fait quand même à contre-cœur d'un point de vue de niveau de John Woo, parce qu'il y avait eu un gros succès. T'as eu l'État qui n'était pas content parce qu'en fait tous les jeunes partaient vers les triades réellement à cause du premier, alors qu'ils n'avaient rien compris au film. Justement, c'est un film qui te raconte le côté obscur de la triade, donc c'est pas grave. Il avait tellement iconisé Chow Fat, comme ça absurdes qui sont créés. Et du coup, il a fallu faire un film du côté plus des gentils. Il fallait montrer que les gentils, ils étaient gentils. Ils n'avaient pas de côté sombre en eux. Et il fallait qu'ils aillent attaquer les méchants. Donc cette fin représente exactement cette idée. C'est que tu as tous les gentils qui arrivent, les 4 là, en héros movie toujours, et qui vont attaquer les méchants, qui sont méchants très manichéens, bien sûr. Et il y a un plan qui est juste sensationnel, et qui est tout simple dans le 2, c'est quand il remet son manteau.
Le manteau de son frère qui a été criblé de balles, et il le remet avec un contre-jour et Ouais. tout, c'est super agréable. Mais bon, voilà, c'est un film un peu bordélique, mais par contre, effectivement, moi je me rappelle l'avoir vu assez jeune, la scène de fight de fin, enfin je me rappelais que de ça, quoi. Ah, ça te fait rêver, hein. Cette scène est incroyable parce qu'elle s'arrête pas, ça va et ça. Et là, quand même, en termes de mise en scène, John Woo, là ça reste quand même une des plus belles gunfights qu'il ait fait. Ouais, je pense aussi. Même s'il en a fait plein d'autres incroyables après, celle-là elle est mythique, quoi, parce qu'elle est tellement dans la surenchère. Enfin, il y a un moment, il y a des fights au sabre, quoi. Oui, il sort un sabre et il coupe les mecs et tout. Non, puis- Et tu fais pas, et puis et puis il balance des grenades. et tout T'as ça ce dessus. montage qui est génial, c'est que c'est une sorte de coupure de rythme, après il met des ralentis, ça repart direct, il remet des ralentis. Maintenant, Enfin, c'est le genre de scène que tu ne pourrais voir que dans les jeux vidéo maintenant, Oui, en fait, c'est quasiment. vrai. C'est-à-dire que c'est tellement surenchère et tout, et en même temps, Non, aussi Ils sont très rythmé, classe. maintenant ça serait de la caméra à épaule, franchement. oui, oui. Alors oui. que là, tout est lisible. Oui. Je suis pas un grand fan du 2, mais cette scène finale, c'est peut-être la meilleure scène qui soit dans la trilogie en général, quoi. Et donc, on va partir sur le numéro 3, et là, pour ça, il va falloir un petit peu raconter un petit peu l'histoire des coulisses. Partons sur l'histoire. Donc, John Woo et Tsui Hark, donc Tsui Hark continue à produire les films de John Woo. Il va même produire The Killer. En tout cas, il présente The Killer. Je comprends pas trop. Moi, j'avais trop compris s'il était producteur ou si c'était juste il mettait son nom au début. Parce qu'il est là au début. Non, C'est il Tsui est Hark présente producteur The Killer. Il est quoi. producteur Il est de producteur The de Killer, en fait. Je sais pas s'il a beaucoup d'impact sur Mais- The Killer. Par Mais en fait, il y a. Non, en fait, c'est ça, en fait. Swark voit le scénario de John Woo, enfin de l'histoire de John Woo qu'il veut faire pour le syndicat, enfin pour un nouveau film avec le Vietnam, Moi, etc. j'avais lu qu'il s'était quand même. Déjà, il s'entendait pas très bien sur le 2. Peut-être. Déjà, Tsui Hark avait un peu repris la main sur des trucs. En gros, John Woo, lui, il voulait, s'il fallait faire un 2 à A Better Tomorrow, c'était faire l'histoire du 3. C'est-à-dire, pas raconter un jumeau à Choi Fat, mais plutôt un préquel. Ok. Et Tsui qui kiffe bien l'idée, mais il veut pas que John Woo le réalise. Il lui dit, bah écoute, fais The Killer, mec. Fais The Killer, c'est ton film rêvé, et tu as toutes les libertés que tu veux pour faire ce film. Et du coup, il fait le film. Et The Killer, là, ça ça se devient- passe pas bien du tout entre le producteur et le réalisateur. Choi Hark, il est vraiment pas content du résultat pendant la production. Il va même imposer à John Woo le personnage féminin là. Donc, qui ne devait pas être du tout comme ça. John Tu Woo, parles sur The Killer? ouais, The Killer. John Woo le dira lui-même, hein, c'est que Choi Hark, des fois, il a eu de très bonnes idées, et heureusement que des fois, il a forcé le truc. Voilà, et finalement, tu as John Woo qui va s'en aller de la Film Workshop que Tsui Hark avait créée, et qui va après, qui explose depuis A Better Tomorrow, et il va créer sa propre boîte de production pour être son propre producteur, son seul maître à bord. Moi j'avais lu d'autres trucs aussi, mais en fait, ça toujours et ça il est un peu très flou, qu'ils avaient quand même bossé sur le scénario de Syndicat du Crime 3 à deux à un moment donné. Donc effectivement l'idée de faire une préquelle au personnage du premier qui Mais se passe durant la guerre du Ça vient Vietnam. de John Woo, hein, cette idée de la Ouais. guerre, etc. Mais donc ils avaient un peu bossé, mais qu'en gros les deux avaient une idée totalement différente. John Woo voulait faire une histoire d'amitié. Elle était une fois en Amérique. D'accord. Donc une histoire entre des mecs et de trahison entre hommes. Et ce qui correspond à ce qu'il fait, parce qu'il a toujours fait ça, des histoires d'amitié, de fight entre mecs. Et Tsui Hark, lui, était totalement pas d'accord et voulait faire une histoire d'amour, avec une histoire d'amour tragique, très romancée, très romantique. Ce que fait Tsui Hark tout le temps, c'est-à-dire que Tsui Hark a toujours eu des histoires d'amour très romanesques, etc. Vous voyez, The Lovers, etc. Oui. Donc c'est plus tard, intéressant ouais. parce que tu vois les deux, le clash est totalement thématique et en fait tu vois bien que là il y a un problème de... Choi Hark à de choix. l'époque, il était pas si romantique que ça. Hein. Faut quand même. Non, mais quand tu vois c'était le... plus dans les années 90. 3 est quand même un pur truc romantique. Mais voilà, du coup, c'est Choi Hark qui réalise le donc 3 donc sans finalement, John Woo. Tsui Hark va réaliser le troisième, toujours avec Choi Yun-fat, Ouais. mais donc une préquelle qui se passe durant la guerre du Vietnam, avec donc des voyages entre, alors je sais plus en quelle Saigon et Hong Kong. Mhm. On va suivre, il y a aussi Tony Lang. Tony Lang, pas le Tony Lang de Wong Le Kar-wai. Kai-Fai. Kai-Fai, le petit Tony Lang. Parce qu'il y a- Non. Si, c'est Little Tony, et il y a Little Ah et Big oui, Tony. d'accord, non, je crois que tu disais. Non, c'est parce il est qu'en fait, petit parce donc, qu'il il y a était moins deux connu. Tony Lang très connus. Il y a Tony Lang, d'Infernal Affairs Voilà, et le Tony Lang d'Indochine. Voilà. c'est ça, oui, oui, c'est vrai. Donc là, c'est donc le personnage de Choi Yun-fat qui repart à Saigon pour aller chercher son père son meilleur ami et le père de son meilleur ami. Ouais, en c'est fait. ça. Parce que c'est son Ses cousin, cousins, son cousin son plutôt. oncle, en fait. Et son Parce que oncle. c'est la guerre qui va commencer au Vietnam Voilà, et qui donc- s'inquiète, lui il a une boutique, etc. Et à ce moment-là, il va rencontrer une femme. Alors l'idée, c'est comment ce mec deviendra
le personnage du De numéro Malfrat, un, du Mais 1. franchement, moi, je vois pas le lien du tout. Mais bon, mais vraiment Bon, alors, que dalle. disons que comment ça se passe, c'est que déjà pour aller à Saigon, bah, il se fait un peu maltraité par la police douanière. Mais c'est pour ça que tout de suite, tu vois que le film, il est pas du tout dans l'esprit de. Non, non, mais de c'est, John Woo, quoi. mais c'est vraiment un autre truc, effectivement, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, on pourrait l'isoler vraiment de la trilogie, hein, c'est vrai. Hein. Bah, moi, c'est rien à Mais- voir, hein, mais bon. Alors, l'intérêt, c'est que, en fait, à l'époque, Choi Hark et John Woo, ils voulaient vraiment casser. Ils voulaient dire beaucoup de choses. Hein. Il y avait Ils eu voulaient dénoncer plein de les choses. événements de Tiananmen, donc à la base, Hong Alors, Kong et. ça, c'est en 89 aussi. Alors moi, je crois, j'ai entendu que c'était aussi enfin en tout cas que donc Hong Kong n'est pas encore attaché à la Chine et que les événements de Tiananmen ont beaucoup marqué John Woo et Tsui Hark. Ouais, Plus bien John sûr. Woo, je crois, mais. Mais beaucoup plus jeune, effectivement. Et c'est pour ça que tu as toutes ces manifestations dans le film. Et ce que tu auras beaucoup plus après dans Une balle dans la tête, on en reparlera après. Ouais. Mais effectivement, Tiananmen, c'est très très important. Voilà, donc là on parle pas de Tiananmen, on parle de la guerre du Vietnam, mais en sous-texte, tu sens quand même Oui, bien qu'il y a la peur quand même Qui sont là. de la rétrocession, de l'inquiétude, de la protestation. C'est sûr qu'il y a encore, parce qu'en ce moment, à Hong Kong, il y a encore Alors, plein de gens c'est qui là que manifestent. tu vois que Choi Hark, il est quand même moins subtil dans son scénario que John Woo, parce que John Woo, la rétrocession, tu vois, à partir de Better Tomorrow, même Long Arm of the Law, on en parle tout le temps, de cette peur de la rétrocession de 97 à la Chine. Et en fait, tu as... John Woo, il va en parler dans son scénario, mais tu vois qu'il va le dire carrément. Oui, en 97, on va revenir à la Chine. Voilà, tu vois, il est beaucoup moins subtil, il y va vraiment comme ça. Et c'est la même chose pour ces douaniers. Tu vois que les mecs ils volent, ils frappent les gens, Oui, tout ça. il y a un truc à la douane au début. Si ça marche pas par backshish, bah ça marche pas tout court. Voilà, c'est exactement ça. Donc, ouais, pour dire, le film, alors, voilà, donc il y a une histoire d'amour, après ça devient Jules et Jim au Vietnam, Oui, et c'est après ça. Jules et Jim à Hong Kong. Et d'ailleurs, quand ils reviennent à Hong Kong, là, il reprend le train principal du syndicat du crime, donc c'est là pour dire, ok, en fait, là, c'est le syndicat du crime. Mais quand on est à Hong Kong, quand on est, pardon, à Saigon, c'est quoi déjà À Saigon. À Saigon, on est chez Tsui Hark. On est dans un autre film. En Oui, fait, mais on fuit la guerre. Le style, Ouais. il justifie de pas l'utiliser parce qu'il est dans un mode plus guerrier. Oui. Du coup, les scènes d'action sont pas du tout tournées de la même manière que. Il garde quand même les ralentis. Il garde les ralentis, mais c'est quand même vachement plus calme et Oui, beaucoup oui. moins fun. Et c'est beaucoup moins fun parce que ce qui se passe est horrible en fait. C'est-à-dire que là, d'un coup, vous êtes dans une ambiance de guerre super lourde, pas du tout drôle. Donc en fait, vous n'avez pas du tout le fun qu'il y avait sur les premiers. Donc les gunfights sont assez lourdes, mais il y a beaucoup plus de ralentis que chez John Woo. C'est-à-dire chez John Woo, c'est pour rythmer un peu, mais ça va quand même très vite. Là, chez lui, vous avez des plans où tu les vois avec des guns en train de shooter pendant très longtemps. Donc c'est vachement plus lourd. C'est toujours de la surenchère, tu vois, dans ce film. Il y a quand même une scène de fin avec un tank qui est assez génial et assez oufissime aussi. Non, il y a des trucs très très bien en termes d'action, mais ça reste un film plus suivi en termes de. Il y a un truc historique, hein, une histoire historique qui est assez importante, et puis cette histoire d'amour que Shonen Fat doit avoir, qui va être tragique, etc., qui est une espèce de grand team, voilà. Et ce qu'il fait notamment à la fin avec les figurants, parce qu'il y a toute une scène à la fin où tout le monde essaye de s'échapper du Vietnam et tout, là ça devient une espèce de. Ouais, c'est plus romantique et plus dur que sera tout jamais les deux premiers jeux. Ah oui, Ils sont vachement plus Parce naïfs. qu'on est quand beaucoup même. plus rattaché à la Ouais, réalité, mais bon. c'est moins un film fantasmé, hein, il faut se le dire. Tu parles de la romance, je vais vite te parler de Anita Moai, qui est vraiment, pour moi, l'une des plus grandes actrices hongkongaises de ces années-là, qui est donc l'actrice l'actrice principale. voilà, principale. J'adore cette actrice, elle a un charisme dingue, et donc en fait, ils ont ouvert la trilogie avec Leslie Cheung, qui sera un acteur tragique, et c'est la même chose pour Anita Moai, qui va décéder aussi. À peu près plus dans les époques que Leslie Cheung, mais là plus des magouilles de mafia, je crois, enfin je sais pas trop. Et en fait cette actrice là est juste sensationnelle. Peut-être que vous avez vu le combat de Maître 2 avec Jackie Chan, et bah c'est sa mère en fait dedans. Et moi j'aime beaucoup cette histoire d'amour, ça rafraîchit vraiment un peu, et puis ça donne un petit peu plus de ton à Choi Yun-fat. Et c'est un autre film. Et moi, il y a beaucoup de gens qui, en France, ont vu le Syndicat du Crime 3 en se disant ouais, ça va être pareil que le 2. Et qui ont pris un coup dans la gueule en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce film, et donc du coup l'ont vachement dévalorisé. Ça reste pour moi quand même pas le meilleur de Tsui Hark, c'est-à-dire que ça reste un très bon Tsui Hark, mais Tsui Hark je trouve qu'il va faire bien mieux et sur les mêmes thématiques après. Bien sûr. Ça reste un film étrange qui termine la trilogie de manière totalement bizarre, mais en tout cas qui témoigne du clash qu'il y a eu entre ces deux mecs, parce que c'est les deux mecs les plus importants du cinéma hongkongais des années 80-90. Je mets Johnny To un peu de côté parce que lui il va exploser dans les années 2000 surtout. Et voilà, et on voit et c'est un truc. Alors, ils se sont réconciliés depuis.
Non, alors la version officielle de John Woo, du coup, c'est que c'était juste artistiquement parlant, que ça allait pas entre eux. Après, ils sont restés toujours des amis. Moi, Voilà. alors, il faut regarder les entretiens. Officiellement. On va parler d'une. Le mieux, c'est peut-être qu'on passe à une balle Directement, dans la ils ont, tête et comme ça, ouais, ils on ont tout va en copié. parler. Voilà. Ok, allons-y. Ils ont tout copié. Donc, rubrique, ils ont tout copié. Alors cette fois-ci, on s'est dit, ok, ils ont tout copié, mais à Hong Kong en fait, parce que les Hongkongais, ils sont connus pour se copier entre eux de manière totalement sans morale. C'est vraiment le principe. Et ça a donné plein de films justement très Tu sais que intéressants. A Better Tomorrow, c'était un remake à la base. Ce qui Ah veut, bon ouais, Ouais, on ce l'a pas qui dit. veut, un remake d'un film qui était bien connu, et du coup, en fait, ça montre l'envie de toucher vraiment un public très très large. Oui, ça montre aussi à quel point, vu qu'il tournait beaucoup, je crois qu'il se prenait pas trop la tête avec ce qu'il appelle le droit d'auteur. Ouais, non, Ouais, mais même le droit de l'homme, le droit du travail, tout les ça. droits des animaux, bon, en gros. Tu travailles 27 heures dans la Alors, journée. les droits c'est des très bien. femmes, c'est sans rien à part, il n'y a pas de droit, donc voilà. Non, ouais, non. Au début, il y avait pas de droit. Arrivé à Toy Arc, tu sens qu'il y a une histoire d'amour. mais sinon, vraiment, je te le dis. C'était Jackie Chan qui trouvait ça incroyable. C'est le rythme de production en fait américain. Il disait mais il travaille pas beaucoup hein, quand il est arrivé aux States. Il dit donc on fait pas des grandes horaires, hein, enfin des grands horaires qu'on fait par jour. Bon. Ouais, donc alors, on revient sur cette histoire de John Woo. Donc John Woo, une fois qu'il a fait The Killer, que Los Angeles 3 lui est repris par Toy Arc, il décide de faire un autre film avec sa propre boîte de production qui donc est Une balle dans la tête. Sa On appelle version Une balle dans la tête en tout cas en de France. cette histoire. Et en fait, la version de cette histoire, il va reprendre le scénario qu'il avait à la base Ouais. et il va en faire sa propre version, donc un peu son Apocalypse Now, parce que lui va être vachement plus à l'intérieur de la guerre du Vietnam que les Tsai Arc. Et donc, on reprend vraiment cette idée qu'ils avaient eue quand ils se sont clashés, c'est-à-dire, lui veut faire une histoire d'amitié. Donc, on a une sorte de film qui ressemble plus à Il était une fois en Amérique, mais chez les Chinois. Oui. C'est un film vachement plus, quand même très sombre de sa part, qui est quand même un film. Donc il y a beaucoup de choses qui ressemblent au Syndicate 3, quand on voit un peu les deux les uns à côté des autres. Bah, Mais ça vraiment, part sur autre chose, notamment. Ça part sur autre chose, mais ça, il y a toujours cette une idée. scène d'attentat dans. Il y a toujours avec cette des idée, manifestations au Vietnam, d'histoire d'amour. c'est un peu la même. Oui, scène d'attentat, c'est la même chose, mais en plus. Ouais. Il y a des scènes d'amour, scènes d'amitié. Donc là, c'est avec son cousin dans le Syndicat des Crimes 3. Là, c'est avec deux amis qui sont très liés, très naïfs. C'est des scènes très très naïves, comme dans le Syndicat des Crimes 3. Oui, mais c'est vous comme, avez comme Léon, et c'est très naïf chez Léon quand il fait une fois en Amérique. Ouais, mais c'est un peu plus classe. Non, franchement, les acteurs chinois, quand ils sont niais, ils y vont vraiment à fond. Hein, et ça se voit. Je suis désolé, mais au tout début, franchement, vous avez un premier quart d'heure très niais dans Une balle dans la Ah, tête. moi, vraiment, je trouve pas niaise. Et bah, c'est très beau, c'est vachement bien fait. Je vois pas où trouve ça niaise. Bah, disons que. Bon, bref. Attention. Attention. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de maladresse dans les deux films déjà. Il est là. Il est là. Bullet in the head. Il y a beaucoup de maladresse dans ce film. C'est pas un film parfait, mais c'est peut-être l'un de mes préférés de John Woo. On sent que dedans, il met tout son cœur, quoi, toutes ses tripes. Ce que moi je trouve dans ce film-là, c'est justement ce qu'on voit pas sur les premiers A Better Tomorrow, qu'on commence à voir avec The Killer, c'est cette espèce d'envie de faire du cinéma comme les Américains, c'est-à-dire vachement plus soigné, vachement plus structuré en termes d'action. Cette idée de raconter, il y a quelque chose de beaucoup plus. Je sens plus l'influence américaine chez John Woo en fait, ou en tout cas occidentale, Ça que je l'a la coché. ça l'a toujours été. Oui, de mais tous alors les là cas. c'est très visible dans le sens où j'ai l'impression de voir un film très influencé par Mais Coppola et Scorsese. Mais Tu oui, vois, exactement. Là, et c'est vraiment, donc c'est plutôt lui qui est Apocalypse Now, mais c'est surtout Voyage Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, merci. de Le Cimino. début fait très penser à du Scorsese avec l'histoire d'amitié, même les façons dont il va Exactement, cadrer. mais de toute manière- À un moment, au début, donc c'est des petits malfrats, donc ils se battent dans une espèce de cité chinoise. Et c'est exactement ce que tu as dans Les Affranchis ou dans des films comme ça où tu vois les mafieux. Enfin, il y a un côté un peu Mean Street, Tu quoi. vois, ça là, ce qui fait l'affiche du film, c'est pleinement repris de Main Street.
à la fin, donc de Scorsese. C'est ça. Hein. Cette idée de personnage qui dégénère un petit peu, voilà, on est là-dedans, c'est complètement américain. D'ailleurs, c'est sa cam à John Woo. Mais c'est là où tu vois bien clairement que le mec, il se dirige vers les États-Unis pour moi. Avec ce film, c'est clairement, tu te dis, le mec. Il veut sa porte d'entrée. Ouais, il veut sa porte d'entrée, ou même il pense qu'il sera bien là-bas. Ouais. Parce que il est fait pour eux. Alors que c'est-à-dire, tu vois très bien que jamais. Et c'est le mec qui a été le plus long aux États-Unis et qui a bien marché. Il a produit des séries télé, il a produit des films, il avait une boîte de prod, il a été très très bien. Et ça c'est vraiment le truc important avec John Woo, c'est que c'est vraiment le et je trouve ce film quand même assez formidable parce que du coup il dénote quand même vachement de tout ce qu'il y a à côté. Et vraiment pour moi le film est au-dessus du Syndicat du Crime 3, notamment par le côté ultra sombre de l'histoire qui est encore plus violente. Peut-être que c'est aussi le problème. Parce que là on va dans des camps carrément, c'est vraiment plus. Donc il y a des scènes de combat et puis. Comme tu l'as dit, on est dans la guerre. Il y a la trahison quand même entre les personnages sont très très violentes, même si effectivement tu le vois arriver une heure que le mec va les trahir. Mais ça c'est pas grave, c'est de la caricature, mais tu t'en fous. Il y a cette scène, ce que veut dire le film, une balle dans la tête avec un personnage qui ramène un crâne de quelqu'un qui a pris la balle. C'est une scène qui est assez monstrueuse. Il y a quelque chose de très il y a des cadavres là-dedans, quoi. Je veux dire. Même l'histoire d'amour, elle est passée au second plan parce qu'elle est moins importante. Oui, mais elle est quand même là. Mais chaque scène de ce film, on va dire qu'elle est iconique. T'as un soldat à moitié français dans le film. Oui, Simon Yam. Ouais. Et alors là, c'est Melville à mort, quoi. Totalement. C'est ça. D'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, et dans le personnage de Simon Yam, et dans le personnage de Tony Leung, Chue cette fois, c'est l'acteur principal. Ils en sont fait chier jusqu'au bout. Dans le personnage de Chung aussi, c'est vraiment très, très fort. C'est des bons acteurs en plus, hein, vraiment. C'est cette déconstruction qu'il y a au fur et à mesure. Les personnages qui ont plein de rêves et après la réalité va les rattraper, la guerre va les rattraper, leurs relations entre eux vont les rattraper. Voilà. Ça dénonce le profit, ça dénonce plein de choses, c'est vraiment fort. Tu sens que c'est quand même que c'est aussi une étape dans la carrière de John Woo parce que c'est comme tu qu'à ce moment-là, tu sens que là on rigole plus trop, on fait plus des films fun comme Better Tomorrow. Là ça y est, il y a une espèce d'ambiance qui est beaucoup moins fun, qui est beaucoup plus choquante et que je crois que John Woo fera pas un film fun vraiment. Si après il va. Hardboiled, Hardboiled te dénonce, les triades qui manipulent les hôpitaux, c'est vrai, comme pour ce qui est du cinéma, etc. Non, maintenant ils te le disent, hein, la société va mal. Voilà, regardez, on vous fait des films d'action et tout ça, c'est sympa, mais la société va mal. Il y a vraiment un sous-texte important. Même en termes de gunfight, c'est quand même vachement plus. Lourd, donc il n'y a pas des scènes de gunfight. Il y a une scène de fin où il va reprendre ce qu'il va faire. D'ailleurs, il va le refaire dans Mission Impossible 2, le coup des bagnoles qui tournent, un truc, le moment où des affrontements entre deux personnages qui se braquent avec les deux flingues, etc. C'est les petits regards de côté. Mais c'est un film très bon. Et pour la petite histoire, donc c'est un film, ça a été un échec énorme. À l'époque, Syndicat du Crime 3 a très bien marché. Mais déjà, il n'a pas le pouvoir de diffusion de Twerk, et surtout qu'il y a le Syndicat du Crime qui est sorti un an avant. C'est ce qu'on raconte John Woo dans les interviews. Il disait John Woo et c'est là où tu sens quand même qu'il s'entendait vraiment pas bien à ce moment-là. C'est qu'apparemment, Twerk avait fait tout pour sortir avant John Woo pour casser la sortie de son film. Donc apparemment, Twerk était avait vraiment pas envie qu'il réussisse. Et il avait tout fait pour sortir le film d'avant. Et je crois qu'ils l'ont tourné à peu près en même temps. Donc il a mis beaucoup plus de temps derrière. C'est ça. Donc il a fait tout pour le casser. Et le film effectivement s'est rétamé, sachant que c'était John Woo qui avait mis son propre fric dans l'affaire. Vraiment, c'était lui qui produisait le film, donc ça a été une catastrophe et ça l'a vraiment mis mal. C'est-à-dire qu'après il fait Once the Thief, après il fait Les Associés ou quelque chose comme ça. Enfin après il essaye de se refaire, quoi. C'est clairement un film qui a été violent et qui a aussi peut-être témoigné de son envie de se barrer. Parce qu'il a pas le choix, il a perdu beaucoup d'argent. Il a perdu beaucoup d'argent. Ça a été un peu un énorme échec, quoi. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un super film. C'est génial. Voilà, donc avoir les deux films un peu en parallèle, puisque vraiment c'est quasiment le Syndicat du Crime 4, si vous voulez. Ouais, non, c'est une autre version du Syndicat du Crime 3. Ouais, c'est ça. La trilogie de John Woo, c'est les deux premiers plus ça. C'est ça, en fait. Voilà. Ouais. Voire, c'est le premier et ça. c'est ça. Et The Killer. The Killer. Et là, vous après. Non, mais oui, tu regardes ces trois grands films de mafia qui le correspondent. On a le Syndicat du Crime, on a Une balle dans la tête et on a The Killer.
Parce qu'une balle dans la tête, ça peut parler de. Ça va, comme pour le Syndicat des Crimes 3, ça parle de guerre et tout ça, mais il y a toujours cette idée des triades qui est derrière. Ouais. Parce que les triades, elles vont faire quoi? Elles vont profiter de la guerre, parce que c'est quand un pays est en guerre qu'il est au plus mal, qu'on peut faire plus de profit, etc. Voilà. Ah oui, c'est ça. Bon voilà, et puis au final, fin de l'histoire, ils se sont réconciliés très très bien longtemps après quand John Woo est revenu En République de Chine, voilà, pour faire en des Chine films. pour faire des films. Et là, il s'est réconcilié avec Sawyer, à un point que même on évoqué l'idée de refaire des films ensemble. Ils ont évoqué l'idée de faire un film, de co-réaliser un film qui devait être un film en 2 parties. Puis récemment, John Woo avait dit non, en fait, j'aimerais bien faire un Wu Shapian avec Sawyer, donc on fasse un premier film et lui et moi je fais le deuxième, un truc comme ça. En tout cas, J'aimerais beaucoup voir John Woo revenir sur un wuxia plutôt classique. Tu vois, le Radcliffe et compagnie, c'était vraiment dantesque. Un truc plus sobre, plus terre à terre. En tout cas, super sympa. Hein. Si vous avez vu Wind Talkers de John Woo, c'est un peu John Woo qui essaye de refaire une balle dans la tête un tout petit peu. Mais oui. Non, mais tu sais que tu sens qu'il l'a encore là, donc il essaye de le remettre. Tu sais que John Woo avait fait aussi un film de guerre. Il en a fait 3 en fait. Les larmes d'un héros. Oui, avant. Oui, avant, qui était déjà très sympa. Bon, il avait fait plein de concessions pour ce film et tout, il y a eu plein de problèmes, voilà. Mais extrêmement violent, voilà. Il est vraiment cool, Les larmes d'un héros. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment sympa. Non, voilà. Donc en termes de film de John Woo, si vous avez connu un petit peu la période américaine, qui a été quand même très 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 célébrée, quoi. Revenez un petit peu, en tout cas sur les 2 premiers, Better Tomorrow, le deuxième, bon, voilà, on vous dit qu'il y a moyen. Mais en tout cas, une balle dans la tête. En tout cas, essayez de vous coller les 3 si vous n'avez pas vu. Si vous l'avez vu, dites-nous ce que vous en avez pensé. Je pense que il y a toujours des choses à dire. Et puis voilà, et puis allez voir la montagne de la baguette du tigre, je vais y arriver. Voilà, parce qu'il faut soutenir un petit peu le cinéma HK. Et puis franchement, faites-nous confiance, c'est un des meilleurs films d'action de cet été. Mais tu sais que là, on vient quand même de parler de 2 géants, 2 monstres. Oui, mais j'aime bien les affronter parce que c'est un peu leur affrontement qui a débloqué sur 2 courants quasiment différents. Enfin, c'est 2 montagnes qui se battent et du coup, ça fait tout. Ça fait 2 montagnes. Et ça fait la montagne de la baguette du tigre à la fin. Voilà, bon, on vous dit à bientôt. On espère vous retrouver très vite avec un décor cette fois-ci officiel, pas celui-là. Et voilà, on s'est quand même mis du mal. Hein. On a mis la pâte à fixe derrière, c'est compliqué. Aucun film hongkongais, donc ça n'a aucun intérêt, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on vous dit à bientôt. Salut. On vous aime.